Victoria est convaincue qu'il vole. Peut-être revend-il des informations sur les résidents fortunés de l'immeuble. Peut-être fouille-t-il discrètement dans les appartements pendant que tout le monde dort. Peut-être utilise-t-il son accès privilégié pour un réseau criminel. Les hypothèses s'accumulent dans son esprit calculateur, chacune plus sombre que la précédente. Ce soir, elle a décidé. Elle va enfin découvrir la vérité et mettre fin à cette mascarade. La nuit tombe lentement sur la ville, enveloppant les gratte-ciels dans un manteau d'obscurité parsemé de lumière. Victoria se cache dans son bureau privé du 40e étage, les yeux rivés sur les écrans de surveillance qui tapissent le mur devant elle. Elle porte encore son tailleur Chanel impeccable, mais ses doigts tambourinent nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil en cuir. Ses cheveux parfaitement coiffés trahissent une tension inhabituelle pour cette femme habituellement si maîtresse d'elle-même. 22 heures. Les chiffres verts de l'horloge digitale brillent dans la pénombre. Comme prévu, comme tous les soirs depuis des semaines, Thomas pose son chariot de nettoyage dans le hall principal et se dirige d'un pas rapide vers l'aile de l'immeuble. L'aile où se trouve l'appartement privé de Victoria. Son cœur s'accélère malgré elle. Elle le savait. Elle avait raison de se méfier. Elle quitte son bureau sans bruit, retirant ses talons loup-boutins pour ne pas trahir sa présence. Pieds nus sur le marbre froid, elle ressent un frisson qui n'a rien à voir avec la température. Dans les couloirs faiblement éclairés par les veilleuses de sécurité, elle suit la silhouette du concierge à distance respectable. Il ne doit surtout pas la voir venir. Elle veut le prendre en flagrant délit, avoir toutes les preuves nécessaires pour le faire arrêter et servir d'exemple aux autres employés. Personne ne trompe Victoria Ashford. Thomas s'arrête enfin devant une porte au bout du couloir. La porte de l'appartement aménagé au dernier étage, celui qui a été transformé en espace de rééducation pour son fils, Lucas. Un garçon de 15 ans qu'elle aperçoit parfois le matin, mais auquel elle n'a jamais vraiment accordé d'attention ces derniers mois. Un adolescent devenu silencieux, au regard vide, toujours enfermé dans sa chambre ou dans cet espace thérapeutique qu'elle a fait installer à prix d'or. Victoria s'approche silencieusement, son souffle retenu, chaque muscle de son corps tendu comme un arc. La porte est légèrement entr'ouverte. Une lueur douce s'échappe de l'intérieur. Elle entend des voix étouffées. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il ne la trahisse. Elle se positionne contre le mur, prête à appeler la sécurité d'un simple geste sur son téléphone. Puis elle regarde par l'ouverture. Ce qu'elle voit l'affiche complètement sur place. Lucas, son fils unique, celui qu'un terrible accident de voiture a gravement blessé il y a 6 mois, est debout. Debout sur ses jambes tremblantes et faibles, soutenu par des béquilles en aluminium qui brillent sous la lumière tamisée. Ses jambes, que les médecins disaient endommagées mais pas paralysées, celles qu'il refusait obstinément d'utiliser depuis l'accident, portent maintenant tout son poids. Et à côté de lui, agenouillé à sa hauteur, Thomas, le simple concierge qu'elle soupçonnait de crime, guide chacun de ses mouvements avec une patience et une douceur infinie. Doucement, Lucas. Un pas à la fois, mon garçon. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Regarde jusqu'où tu es déjà arrivé, murmure Thomas en français, sa voix grave remplie d'une tendresse bouleversante que Victoria n'a pas entendue depuis des années. Une tendresse qu'elle-même n'a plus su offrir à son fils. Le garçon transpire abondamment. Des gouttes perlent sur son front pâle. Ses mains serrent les poignets des béquilles jusqu'à ce que ses jointures blanchissent sous l'effort. Sa mâchoire est crispée par la douleur et la concentration. Sa jambe droite avance péniblement de quelques centimètres, tremblante, hésitante. Puis la gauche suit, dans un mouvement maladroit mais déterminé. Chaque mouvement est une bataille épuisante contre son propre corps. Chaque centimètre parcouru, une victoire arrachée à la peur et au désespoir. Je n'y arrive pas, Thomas. C'est trop difficile. Je suis trop faible, gémit Lucas, sa voix d'adolescent brisée par l'effort physique et émotionnel. Des larmes de frustration roulent sur ses joues. Je ne serai jamais comme avant. Jamais. Si, tu y arrives. Tu es en train de le faire en ce moment même. Regarde le chemin extraordinaire que tu as déjà parcouru, Lucas. Il y a seulement 2 semaines, tu ne pouvais même pas te tenir debout plus de 10 secondes. Tu refusais même d'essayer. Et maintenant, regarde-toi. Tu marches. Tu marches vraiment. Tu es en train de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort de douter de toi.
Victoria, toujours cachée derrière la porte, porte sa main tremblante à sa bouche pour étouffer un sanglot qui monte dans sa gorge. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien de tout cela. Les médecins, les meilleurs spécialistes de tout le pays qu'elle avait payé une fortune, lui avaient expliqué que Lucas n'était pas paralysé, que ses jambes pouvaient fonctionner, mais qu'il refusait de faire les efforts nécessaires. Ils avaient parlé de traumatisme psychologique, de dépression post-accident. Elle avait engagé les kinésithérapeutes les plus réputés, acheté les équipements les plus modernes et coûteux. Mais Lucas refusait catégoriquement de travailler avec eux. Il restait enfermé dans sa chambre, silencieux, muré dans sa douleur, repoussant toute aide professionnelle. Et elle, que avait-elle fait? Elle s'était plongée encore plus profondément dans son travail, incapable d'affronter cette situation qu'elle ne pouvait pas résoudre avec de l'argent. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?» demande soudain Lucas, sa voix encore tremblante d'effort mais aussi chargée d'une émotion plus profonde. « Tu n'es même pas payé pour ça. Tu n'es que le concierge. Pourquoi tu perds ton temps avec moi? Ma propre mère ne le fait même pas. » Le mot « mère » frappe Victoria comme un coup de poignard en plein cœur. Elle ferme les yeux, sentant la culpabilité l'envahir comme une vague glacée. Thomas s'agenouille complètement pour être exactement à la hauteur du garçon, même si Lucas est debout sur ses jambes fragiles. Un geste qui parle plus fort que 1000 discours. Un geste d'égalité, de respect profond. Ne dis jamais que le concierge, Lucas. Ce que nous faisons dans la vie ne définit pas qui nous sommes. Et je ne perds pas mon temps. Au contraire, c'est le temps le mieux utilisé de toute ma journée. Thomas marque une pause, cherchant ses mots. Je fais ça parce que je sais exactement ce que c'est de se sentir invisible. De croire que personne ne se soucie vraiment de toi. Quand ma femme nous a quittés, moi et ma fille Émilie, il y a 5 ans, ma petite était exactement comme toi. Perdue. Brisée. En colère contre le monde entier. Elle ne voulait plus sortir de sa chambre. Elle refusait de voir ses amis, d'aller à l'école. Elle avait honte de ne plus avoir de mère, honte d'être différente des autres enfants. Elle pensait que tout était de sa faute. Un sanglot étouffe soudain la voix de Thomas. Victoria voit les larges épaules du concierge trembler sous sa chemise de travail usée. Elle réalise à cet instant qu'elle n'a jamais vraiment regardé cet homme. Jamais considéré qu'il pouvait avoir sa propre histoire, ses propres douleurs. Un jour, continua Thomas en s'essuyant rapidement les yeux, un homme que je ne connaissais même pas m'a aidé. Un simple voisin de notre petit appartement, un retraité qui vivait seul. Il a commencé à passer des heures avec Émilie, après l'école. Il lui apprenait à faire du vélo, à jouer aux échecs, à cuisiner des gâteaux. Il l'emmenait au parc, au musée. Il lui a redonné confiance en elle, petit à petit, jour après jour. Il n'avait aucune raison de le faire. Aucune obligation. Aucun lien avec nous. Mais il l'a fait quand même. Sans jamais rien demander en retour. Et tu sais quoi? Ça a sauvé ma fille. Ça nous a sauvés tous les deux. Lucas écoute intensément, ses larmes continuant de couler mais son expression changeant progressivement. Cet homme extraordinaire m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, la bonté n'a pas besoin de raison. La compassion n'attend pas de récompense. Parfois, le simple fait de tendre la main à quelqu'un qui souffre peut tout changer. Alors quand je t'ai vu dans ce couloir, il y a 2 mois, seul dans ton fauteuil roulant, regardant par la fenêtre pendant des heures comme si tu cherchais une sortie que tu ne trouvais pas, comme si tu voulais t'envoler loin de ta douleur, j'ai vu Émilie. J'ai vu exactement la même détresse dans tes yeux. J'ai vu un enfant qui avait désespérément besoin que quelqu'un croie en lui, que quelqu'un lui montre qu'il n'était pas seul, qu'il n'était pas brisé pour toujours. Victoria, derrière la porte, ne peut plus retenir ses larmes. Elles coulent silencieusement et abondamment sur ses joues soigneusement maquillées, traçant des sillons noirs de mascara. Son corps entier tremble. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, elle se sent petite. Insignifiante. Honteuse de la personne qu'elle est devenue. Elle se souvient maintenant avec une clarté douloureuse. Après l'accident, après avoir passé des semaines à l'hôpital au chevet de Lucas, après avoir eu la confirmation qu'il survivrait mais que sa vie serait changée pour toujours, elle avait fait ce qu'elle savait faire de mieux, fuir. Fuir dans le travail. Les réunions interminables, les contrats à négocier,
les acquisitions d'entreprise, les voyages d'affaires. Tout plutôt que de rester assise face à la douleur dans les yeux de son fils. Tout plutôt que d'admettre qu'elle ne savait pas comment l'aider, qu'elle était impuissante. Elle avait cru que payer les meilleurs professionnels était suffisant. C'était tellement plus facile. Plus confortable. Elle pouvait se dire qu'elle faisait tout ce qui était possible, tout en évitant de vraiment être présente. Mais un homme qu'elle considérait comme invisible, un simple concierge qu'elle soupçonnait même de vol il y a quelques minutes à peine, avait fait ce qu'elle n'avait pas su, pas osé, pas voulu faire, être simplement présent. Être là, sans jugement, sans attente, sans autre motivation que la bonté pure. Victoria prend une profonde inspiration tremblante. Elle ne peut plus rester cachée. Elle ne veut plus se cacher. Doucement, elle pousse la porte. Le léger grincement des gonds fait immédiatement sursauter Thomas et Lucas. Le garçon, surpris, manque de perdre l'équilibre, ses béquilles glissant légèrement. Mais Thomas, avec des réflexes impressionnants, le rattrape fermement avant qu'il ne tombe, le stabilisant avec ses mains fortes et rassurantes. Madame Ashford. Je peux vous expliquer tout ça, commence Thomas précipitamment, la peur évidente dans ses yeux écarquillés. Sa voix tremble. Il croit visiblement qu'il va être renvoyé sur le champ, peut-être même poursuivi pour avoir accédé à cet espace privé sans autorisation. Je sais que je n'ai pas demandé la permission, mais Lucas avait besoin. Mais Victoria ne dit rien. Pas un mot. Elle avance lentement dans la pièce, comme dans un rêve. Ses pieds nus font à peine de bruit sur le sol. Puis, sous le regard stupéfait de Thomas et les yeux écarquillés de son fils, elle tombe à genoux devant Lucas. Ses genoux touchent le sol froid, elle qui n'a pas fait ce geste d'humilité depuis des décennies. Et elle prend son fils dans ses bras, le serrant contre elle avec une force désespérée, pour la première fois depuis l'accident. Pour la première fois depuis si longtemps qu'elle ne peut même plus s'en souvenir. Lucas, encore debout tant bien que mal sur ses béquilles, reste d'abord figé de surprise. Puis il laisse tomber une de ses béquilles avec fracas et entoure maladroitement sa mère de son bras libre. Et il pleure. Il pleure contre l'épaule de cette femme qu'il croyait avoir perdue dans les méandres de son empire financier. Il pleure toute la douleur, toute la solitude, toute la peur accumulée pendant ces 6 mois terribles. Pardon, murmure Victoria d'une voix brisée, à peine audible. Pardon de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Pardon d'avoir eu si peur que j'ai préféré fuir. Pardon de t'avoir laissé seule avec ta souffrance. Pardon de ne pas avoir vu que tu avais besoin de ta mère, pas de mon argent, pas de médecin payé à prix d'or, pas d'équipement sophistiqué. Juste de moi. Simplement moi. Elle lève lentement les yeux vers Thomas, ses joues striées de larmes, son maquillage complètement ruiné, ses cheveux défaits. Mais pour la première fois, elle se sent vraiment elle-même. Vraiment humaine. Merci, dit-elle avec une sincérité absolue, sa voix tremblante d'émotion. Merci d'avoir vu mon fils quand j'étais complètement aveugle. Merci d'avoir cru en lui quand j'avais abandonné sans même m'en rendre compte. Merci d'avoir été l'homme que je n'ai pas su être en tant que mère. Vous lui avez donné ce que tout mon argent ne pourra jamais acheter, de l'espoir. Thomas sourit doucement, ses propres yeux brillants de larmes contenues. Un sourire humble, sans jugement, sans reproche. Il n'a jamais eu besoin que vous croyiez en lui, Madame Ashford. Pas vraiment, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il avait juste besoin que vous le voyiez vraiment. Que vous soyez là, présente, même imparfaite, même ne sachant pas quoi faire. L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Il a juste besoin d'être là. Cette nuit-là, dans cet appartement silencieux baigné d'une lumière douce, 3 personnes brisées par la vie ont trouvé quelque chose qu'aucun argent, aucun pouvoir, aucun statut ne peut acheter, la rédemption sincère, l'espoir fragile mais réel, et la compréhension profonde que parfois, les vrais miracles ne viennent pas des personnes que nous admirons de loin, des célébrités ou des experts, mais de celles que nous ne remarquons même pas. De celles qui nettoient nos couloirs pendant que nous dormons. De celles qui voient notre humanité quand nous l'avons nous-mêmes oubliée. Lucas a continué à marcher. Pas à pas, jour après jour, avec ses béquilles d'abord, puis avec une canne, et finalement seul. Le chemin a été long, difficile, rempli de rechutes et de moments de découragement. Mais cette fois, il n'était plus seul. Sa mère était là, présente, vraiment présente, apprenant à être imparfaite mais aimante.
Et Victoria a appris une leçon qui vaut plus que tous ces milliards, elle a appris à voir non seulement son fils, mais toutes les personnes invisibles qui rendent le monde meilleur, un geste de bonté à la fois. Elle a appris que le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle ou la richesse, mais dans la capacité à être humain, vulnérable, et présent pour ceux qui ont besoin de nous. Elle a appris que parfois, les personnes que nous considérons comme les plus insignifiantes sont celles qui peuvent nous apprendre les leçons les plus importantes. Thomas est resté le concierge de l'immeuble Belmont Tower. Il a refusé l'argent et le poste prestigieux que Victoria lui a offert. Parce que, comme il l'a expliqué simplement, il ne faisait pas cela pour une récompense. Il le faisait parce que c'était la bonne chose à faire. Et c'est exactement ce qui a rendu son geste si extraordinaire.